Bonjour, mesdames, messieurs. Le 13 janvier dernier, dans l'horizon ouvert par The Life of the Mind, le texte de Hannah Arendt mettant en place une distinction des activités mentales de base en penser, vouloir et juger, dont ce séminaire montrera au fil des séances la signification et la portée archéologique, nous sommes parvenus, après une analyse sommaire des thèses du philosophe et psychologue Alexander Bain sur la définition de l'esprit, mind, et la division des fonctions psychiques, nous sommes parvenus, dis-je, à la contre-proposition méthodiquement articulée par Franz Brentano dans l'un des textes fondateurs de la psychologie moderne, la Psychologie vom empirischen Standpunkt, la psychologie du point de vue empirique. Le livre 2 de cette psychologie, publié en 1874, chapitre 5, repris ce chapitre 5 comme chapitre premier dans l'édition allégée du même coup, de 1911. Cette édition allégée étant publiée sous le titre général de Classification des phénomènes psychiques. Donc ce livre 2 aborde directement le problème du classement chez Bain. À dire vrai, Brentano présente la classification de Bain dans l'ordre de Kant. Bain donnait, on l'a vu le 13 janvier, les facultés suivantes classées dans l'ordre suivant: sentiment, feeling, vouloir, will, et pensée, thought. Je rappelle la traduction de Cazel. Voilà les trois classes donc, de Bain. Les phénomènes de l'esprit sont habituellement répartis en trois classes. Premièrement, le sentiment, feeling, qui comprend les plaisirs et les peines, et bien d'autres choses. Les mots émotion, passion, affection, et dans le texte anglais, en français, sentiment, sont des synonymes de feeling, traduit par Cazel par sentiment, n'est-ce pas? Le français n'a qu'un mot pour feeling et sentiment. La deuxième classe, c'est la volition ou volonté, qui, dit Bain, embrasse toute l'activité en tant qu'elle est dirigée par les sentiments. Vous voyez que cette définition de la volition ou volonté correspond en fait à ce qu'on appellerait l'action volontaire, d'une part, et que d'autre part, cette action volontaire est limitée assez curieusement à ce type d'action qui est régie par des sentiments. Et alors qu'on pourrait imaginer, comme c'est le cas très souvent, par exemple au Moyen-Âge, que l'action volontaire soit considérée en tant qu'elle est dirigée par la pensée ou l'intellect. Troisième classe, la pensée, intelligence ou connaissance, les sensations se rangeant en partie dans la classe du sentiment, en partie dans celle de la pensée. Donc voilà ce que disait Bain. Voilà maintenant ce que est censé dire Bain selon Brentano. Brentano lui fait distinguer à Bain en premier lieu la pensée, l'intelligence, la connaissance, il cite en anglais, thought, intellect or cognition. En second lieu, le sentiment, feeling. Et en troisième lieu, la volition ou volonté, volition or the will. Bain, écrit Brentano, a établi sa division tripartite en conservant les mêmes appellations que Herbart. Alors, Herbart, au passage, n'est-ce pas, Johann Friedrich Herbart, né en 1776 et mort en 1841, est considéré par certains comme le véritable inventeur, auteur de la psychologie moderne. Avant Bain, avant Brentano, avant Wundt.
il est l'auteur d'un livre intitulé « La psychologie comme science, nouvellement fondée sur l'expérience, la métaphysique et les mathématiques ». Donc, en tout cas, Brentano considère que Bain a distingué en premier lieu la pensée, l'intelligence ou la connaissance, en second lieu le sentiment et en troisième lieu la volition ou la volonté, parce qu'il a repris les noms, les termes, les mots dont se servaient Herbart et bien d'autres. Autrement dit, la distinction kantienne de représentation, sentiment et volonté. Cette distinction, représentation, sentiment et volonté, s'étant, dit Brentano, généralisée ces temps derniers. Cette déclaration de Brentano, en 1874, est la preuve, s'il en fallait, du succès de la division kantienne. Grand philosophe ou pas, contre le diagnostic posé par Hannah Arendt sur l'absence de postérité de la classification des trois activités ou facultés de base selon Kant. Vous vous rappelez, on l'avait vu lors de la première séance, que Arendt considérait que la division de Kant avait été abandonnée après lui, ou du moins n'avait pas été reprise, je cite, par de grands philosophes. Alors, cela dit, le mot ne fait pas la chose. Bain a conservé les termes de Kant, mais, dit Brentano, il en a changé le sens. Quand on se réfère, écrit-il, aux explications que Bain donne des trois éléments de sa classification, on s'aperçoit que sous les mêmes expressions se cache une grande différence de pensée. De fait, poursuit Brentano, la tripartition des phénomènes dits psychiques chez Bain est en réalité plus proche de la classification bipartite d'Aristote, distinguant nous et orexis, pensée et appétit ou désir, que de la classification devenue courante depuis Kant entre représentation, sentiment et désir. Ce tableau vous résume les choses. La véritable classification de Bain, feeling, will, thought, la classification de Bain revue par Brentano, pensée, vouloir, sentiment, la classification de Herbart et de beaucoup d'autres selon Brentano, représentation, sentiment, volonté, Vorstellung, Gefühl, Willen, et enfin la classification de Kant, qui est celle que Arendt avait mise en évidence, pensée, jugement et volonté. Alors donc maintenant, voilà que Brentano nous dit qu'en réalité, Bain a replié sa fameuse distinction tripartite sur une classification qui est celle d'Aristote, qui est bipartite, et qui est la distinction qu'est censé faire Aristote entre nous et orexis. Alors, par classification bipartite d'Aristote, Brentano entend la dernière des trois classifications fondamentales des phénomènes psychiques qu'il attribue au stagiaire à Aristote dans le livre 2, chapitre 5, paragraphe 2 de la Psychologie. Donc, Brentano soutient qu'Aristote a proposé trois classifications des phénomènes psychiques. La première repose, dit-il, sur la distinction entre ce qui est matériel et ce qui est immatériel. Autrement dit, cette première classification bipartite, à l'évidence, revient à dire que certains phénomènes psychiques appartiennent à ce qu'on pourrait appeler la partie mortelle de l'âme, donc la partie matérielle de l'âme. Que veut dire matériel? Cela veut dire engagé dans une matière, autrement dit, uni étroitement à un corps. Tandis que d'autres phénomènes psychiques relèvent de ou appartiennent à sa partie dite immortelle, c'est-à-dire immatérielle, autrement dit, qui reste séparée du corps
lors même que l'âme humaine est unie à un corps. On peut penser évidemment ici à l'intellect. La seconde classification d'Aristote, selon Brentano, initialement tripartite, serait la distinction que nous connaissons en général, parce que c'est celle par laquelle Aristote ouvre sa réflexion dans le De Anima, Peripsukes, la distinction entre le végétatif, le sensitif et l'intellectuel, âme végétative, l'âme sensitive, l'âme intellective, l'âme végétative étant le principe de vie des plantes, l'âme sensitive étant le principe de vie des animaux doués de fonctions végétatives et sensitives, c'est-à-dire de sensations, et enfin l'âme intellective étant le principe de vie des animaux qui sont doués à la fois de fonctions végétatives, sensitives et intellectuelles, en l'occurrence les hommes. Donc cette distinction entre végétatif, sensitif et intellectuel repose, dit Brentano, chez Aristote, sur la plus grande ou moins grande, la plus ou moins grande, autrement dit, diffusion des phénomènes considérés. Certains phénomènes étant communs à tous les animaux, d'autres propres au genre humain. Mais progressivement, justement, Aristote la restreint, la limite à deux groupes, une fois retirée de la classification, l'âme végétative comme telle, qui concerne les végétaux. Donc, d'un côté, les activités générales de l'animalité, de l'autre, les activités particulières de l'humanité. Donc, il y a des animaux humains, des animaux non humains. La troisième classification concerne les phénomènes psychiques au sens, dit Brentano, que nous donnons à ce mot, nous, les modernes. Elle est bipartite et elle distingue la pensée et le désir, le nous et l'orexis ou appétit. La troisième classification et la deuxième s'entrecroisent, dit Brentano, chez Aristote. Dans la masse des écrits d'Aristote, on peut trouver et la classification numéro 2 et la classification numéro 3 entrecroisées, mêlées l'une à l'autre. Et pourquoi ? Parce que chez Aristote, on constate que penser ne désigne pas seulement, exclusivement, l'entendement, l'abstraction, la formation des jugements généraux et le raisonnement scientifique, mais aussi la pensée peut désigner la perception sensible, la pensée peut désigner l'imagination, la pensée peut désigner la mémoire et l'attente fondée sur l'expérience. Vous voyez, penser, c'est omnivore, si je peux dire, ça englobe beaucoup de choses. Et il le faut bien puisque cette classification est bipartite. Appétit, dit Brentano, chez Aristote, ça comprend aussi bien, pour finir, n'est-ce pas, les aspirations et les inclinations supérieures que les instincts les plus bas, je cite, et avec eux tous les sentiments et toutes les émotions. Donc vous voyez, tout cela est très complexe. Mais si l'on s'en tient à des oppositions tranchées et si l'on n'entre pas immédiatement dans le détail, on peut dire que par rapport à la classification commune, tripartite, dont il affecte de conserver les termes, Alexander Bain se rend aux yeux de Brentano coupable de deux erreurs ou de deux écarts majeurs. Le premier consiste à classer dans le sentiment, feeling, ce que l'on appelle couramment, dit Brentano, désir et volonté. Le sentiment et le désir semblent constituer pour lui une seule classe. Et deuxième erreur, il élargit le domaine des sentiments dans un autre sens encore en y faisant entrer les sensations. Donc,
Contrairement à ce qu'on croyait au départ, la classification de Bain ne distingue pas pensée, vouloir et sentiment, mais pensée et une espèce d'ensemble confus avec au centre le sentiment, à gauche la sensation, à droite le désir ou le vouloir. Bref, il compromet tout l'édifice de la psychologie. Alors, savoir si ce reproche est fondé est une chose. Constater que c'est celui que lui adresse Brentano en est une autre, et c'est seulement cela qui m'intéresse ici. Car, évidemment, la question que nous avons à traiter maintenant, c'est de savoir si l'on peut faire mieux que Bain. La réponse est oui, selon Brentano. À quelles conditions? Eh bien, la réponse fuse, à condition de redéfinir ce qu'est le psychique. Une redéfinition du psychique, eh bien, c'est très précisément ce que fait Brentano. Concernant la redéfinition du psychique, qui conditionne tout, la psychologie vom empirischen Standpunkt, la psychologie du point de vue ou d'un point de vue empirique, soutient deux thèses révolutionnaires qui sont l'exact contre-pied de celle de Bain. Plusieurs auditeurs ou auditrices m'ont dit, mais est-ce vrai que Freud suivait les cours de Brentano? Oui, la réponse est oui. D'ailleurs, la question a été étudiée par d'autres que moi. Donc là, la psychologie, d'un point de vue empirique, est un texte véritablement séminal, qui fonde, qui féconde tout un champ nouveau, qui nous emmènera très loin, mais pour le moment, contentons-nous de noter quelles sont les deux thèses fondamentales de Brentano, que je note T1 étoile et T2 étoile, par opposition aux thèses d'Alexander Bain, que j'avais notées T1 et T2 lors de la première séance. Voilà ces deux thèses. La première, il y a plusieurs définitions négatives de l'esprit, toutes sujettes à critique. Alors, exemple de définition négative de l'esprit, l'esprit est quelque chose d'inétendu, sans extension, non étendu. On pourra en citer d'autres. Peu importe, plusieurs définitions négatives de l'esprit, toutes, dit Brentano, sont sujettes à critique. Aucune n'est satisfaisante. En revanche, il y a une définition positive de l'esprit ou du psychique qui, si elle est correctement formulée, devrait et doit pouvoir s'imposer à tous. L'existence d'une définition positive de l'esprit était précisément, vous le rappelez sans doute, ce que Bain niait. La thèse fondamentale de Bain est qu'il n'y a pas de définition positive du psychisme. Tout est seulement définissable de manière négative, par distinction d'avec l'extension ou la matière ou le corps, qui eux seuls sont définissables positivement. Donc, il y a une définition positive de l'esprit et du psychique qui, correctement formulée, devrait et doit pouvoir s'imposer à tous. La division des fonctions psychiques, la division de l'esprit, la division des phénomènes psychiques doit être entièrement repensée sur la base de cette définition positive du psychique. Deuxième thèse, il y a ce que niait absolument Bain, un trait commun qui embrasse et définit tous les phénomènes psychiques. Il y en a même plusieurs, 2, 3, 4, comme le montre là Brentano. Mais c'est le premier qui est décisif, le premier qui est le principal, qui est formulé au paragraphe 9 du texte, et c'est ce que Brentano appelle l'inexistence intentionnelle. Deuxième point, les phénomènes psychiques ne sont pas dérivables les uns des autres. Effectivement, Bain avait raison de le dire, mais il avait tort de dire qu'ils n'étaient pas corrélés les uns aux autres. Et Brentano le montre et l'affirme, les phénomènes psychiques sont interdépendants
ou intercorrélés, ils s'impliquent les uns les autres selon des modalités diverses. Alors, pour aller au cœur de la révolution brentanienne et par là même rejoindre la partie médiévale de ce cœur, il faut partir du paragraphe 3, chapitre 6 de l'édition de 1874 de la psychologie, où Brentano donne sa propre formulation de la division tripartite. Celle qu'il adopte, cette nouvelle division, celle qu'il dérive de la nouvelle définition du psychique fondée sur la propriété nouvelle qu'il désigne de ce terme un peu mystérieux, de prime abord, in-existence intentionnelle. Alors, en l'absence, dit-il, d'expression plus appropriée, cela marque bien le caractère novateur de son propos. Brentano décide de donner à la première des trois classes qu'il va distinguer sur la base de la nouvelle définition du psychique comme inexistence intentionnelle. Brentano donc donne à la première classe le nom de Vorstellung, représentation, à la deuxième celui de Urteil, jugement, et à la troisième celui de Gemütsbewegung, ou bien encore Interesse, ou bien encore Liebe. Gemütsbewegung, mouvement affectif, Interesse, intérêt, Liebe, amour. Trois caractérisations pour une seule classe qui sont synthétisées pour finir dans le titre même du chapitre 6, Phänomene der Liebe und des Hasses, phénomène de l'amour et de la haine, ou phénomène d'amour et de haine. Aucun de ces termes, dit-il, n'exclut tout malentendu. Chacun d'entre eux s'emploie souvent dans un sens autre et plus étroit que celui qui leur est donné ici. Alors, pour des raisons évidentes, le lien avec Alexander Bain, mais aussi celui que j'ai annoncé plus ou moins ici ou là avec la psychologie écossaise et notamment avec William Hamilton, dont je reparlerai plusieurs fois au cours de ce semestre, je joins la traduction anglaise de Ronquerolles, Terrell et McAllister à la traduction française de Maurice de Gandillac et à sa révision par Jean-François Courtine. Donc nous avons le texte allemand. Brentano demande combien faut-il distinguer de classes fondamentales et lesquelles. Nous avons vu que les psychologues, traduit Gandillac, ne sont pas d'accord sur ce point. Aristote a distingué deux classes fondamentales, la pensée et le désir. Aristoteles hat zwei verschiedene Grundklassen unterschieden Denken und Begehren. Mais chez les modernes, cette division bipartite a été remplacée par une division tripartite en représentation, Vorstellung, Gefühl, sentiment, et alors vous avez ici un terme qu'on ne va plus retrouver beaucoup, à dire vrai, Streben, qu'on peut traduire par tendance, comme le fait Gandillac, mais aussi par pulsion. Donc, l'anglais a, vous voyez, thought et appetite, et la dernière phrase, la plupart des auteurs modernes préfèrent une trichotomie presentation, feeling and will. Nous reviendrons sur ce mot de présentation et j'aurai l'occasion de vous entretenir de la distinction entre présentation et représentation. Mais pour le moment, continuons. Pour ne pas retarder plus longtemps l'exposé, dit Brentano, qui vient de faire un tableau de la situation en 1874. Pour ne pas retarder plus longtemps l'exposé de notre point de vue, sogleich unsere Ansicht auszusprechen, ce qui veut dire en fait pour dire tout de suite ce que je pense de la question. Disons que nous croyons nous aussi, en fait, nous soutenons, enfin, alors qu'est-ce qu'on soutient? Que on doit distinguer d'après
hinsichtlich der verschiedenen Weise ihrer Beziehung zum Inhalte, d'après leur mode de relation à un contenu, 3 classes principales d'activités psychiques. Donc, d'après le mode de leur relation à un contenu, je dis, moi aussi, Brentano, que nous pouvons distinguer 3 classes de phénomènes psychiques, d'activités psychiques. Mais ces 3 classes ne sont pas celles que l'on établit communément. En l'absence d'expressions plus appropriées, je leur donne le nom de représentation, de jugement, de mouvement affectif, d'intérêt ou d'amour. Alors, vous avez en anglais presentation, judgment, emotion, interest, love. Ce texte nous apprend 2 choses. Premièrement, Brentano substitue à pensée, sentiment, volonté la classification tripartite héritée de Kant. Une tripartition, représentation, jugement, mouvements affectifs. À l'évidence, dans son dispositif, le jugement remplace le sentiment. Vous voyez que à la première ligne, on a pensée, sentiment, volonté. À la deuxième, représentation, jugement, mouvements affectifs. Le jugement remplace le sentiment. Mais cela ne peut pas nous étonner, puisque nous avons vu, si je puis dire, sous la plume de Hannah Arendt présentant la division de Kant, se mettre en place, comme kantienne, non pas l'expression pensée, sentiment, volonté, mais ce qui lui correspond conceptuellement, pensée, jugement, volonté. Donc, ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, selon Brentano, les 3 classes principales d'activités psychiques, Vorstellung, Urteil, jugement, et Gemütsbewegungen, mouvement affectif, qui, insiste-t-il, ne sont pas celles donc, que l'on distingue communément, se laissent définir donc et distinguer par le mode de leur relation à un contenu, hinsichtlich der verschiedenen Weise ihrer Beziehung zum Inhalte, d'après le mode de leur relation à un contenu, according to the different ways in which they refer to their content. Cette expression relation à un contenu est l'une de celles que Brentano utilise pour désigner ce que nous avons appelé d'un mot l'intentionnalité. Il est grand temps de revenir sur le texte canonique où Brentano introduit cette notion cardinale de la philosophie contemporaine, sans prononcer le mot, ou plutôt en le prononçant, ce mot, mais comme adjectif, intentionnale, non comme substantif. Le rôle du substantif étant tenu par in existence. Ce texte contient en quelques lignes, ce qu'on appelle dans l'historiographie, qui est essentiellement anglophone ou germanophone, mais pour le moment très majoritairement anglophone, l'intentionality thesis, laquelle se présente sous de multiples appellations que je me suis amusé à noter ici. The immanence or intentional inexistence thesis of 1874, the immanent objectivity thesis, the 1874 immanent theory, Brentano's early immanence or intentional inexistence thesis, the immanence or intentional inexistence thesis, the immanent intentionality or intentional inexistence thesis. Bon, on ne peut pas reprocher aux historiens de manquer de précision, mais bon. Alors, cette thèse de l'intentionnalité est le fondement psychologique de ce qu'on a appelé lors de la première séance du point de vue métaphysique l'ontologie de l'intentionnalité. Je vous renvoie,
Chrudzimski et Smith, que j'avais cité dans la première séance. Donc cette Intentionality Thesis IT, c'est la thèse que Brentano va précisément abandonner au début du XXe siècle, lors de la crise de l'immanence, comme on dit, qui a eu lieu en 1904. Et donc lorsque Brentano, qui depuis les 3 dernières décennies du XIXe siècle travaillait dans cette perspective, eh bien Brentano l'abandonne, cette perspective, et se convertit, si je puis dire, à une nouvelle philosophie qu'il, d'une certaine façon, il invente, n'est-ce pas, qui est le réisme en ontologie et l'adverbialisme en psychologie. Donc l'intentionality thesis est ce qui a longtemps porté la réflexion de Brentano, et c'est avec cela qu'il a rompu dans les années 1900. Et bien sûr, quand vous regardez l'édition de 1911 de la psychologie, évidemment, vous allez trouver des traces de cette nouvelle perspective. L'édition qui a été donnée de cette œuvre en 1924 par le disciple de Brentano, Krauss, donne tout en même temps, ce qui fait que vous êtes un peu perdu souvent et que vous vous demandez si Brentano se contredit ou ne se contredit pas. En fait, il y a des textes d'époques différentes. En tout cas, pour le moment, revenons à la thèse de l'intentionnalité et à sa formulation canonique telle qu'elle est donnée dans la psychologie de 1874. Voici la définition du psychique. Donc, vous avez sous les yeux quelques instants le texte allemand. J'ai souligné en gras le mot psychische. Jedes psychische Phänomen, tout phénomène psychique, est caractérisé par ce que les Scholastiker des Mittelalters, que les scolastiques du Moyen-Âge appelaient die intentionale, auch wohl mentale Inexistenz eines Gegenstandes, et ce que nous, was wir, même si ça ne va pas sans une certaine ambiguïté, nous, wir, appelons die Beziehung auf einen Inhalt, die Richtung auf ein Objekt, worunter er nicht eine Realität zu verstehen ist, oder die immanente Gegenständlichkeit nennen. Donc voici maintenant le français. La traduction de Maurice Patronnier de Gandillac, 1942, et la révision qu'en a donnée Jean-François Courtine en dessous. Gand égale Gandillac dans ma planche. Ce qui caractérise tout phénomène mental, donc ça commence très mal, puisque on avait psychische, donc c'est tout phénomène psychique, évidemment, ce qu'a rectifié Courtine dans la seconde traduction que vous avez sous les yeux. Ce qui caractérise tout phénomène mental, c'est ce que les scolastiques du Moyen-Âge nommaient. Alors vous voyez qu'il y a des A, B, C, D. Ces lettres sont de moi. Je les ai ajoutées pour que ce soit plus clair. Donc, je lis, ce qui caractérise tout phénomène mental, c'est ce que les scolastiques du Moyen-Âge nommaient A, l'inexistence intentionnelle ou bien encore mentale d'un objet, et que nous décririons plutôt, bien que de telles expressions ne soient pas dépourvues d'ambiguïté, comme la relation à un contenu ou la direction vers un objet, sans qu'il faille entendre par là une réalité, donc objet n'est pas synonyme de réalité, ou encore, surligné, une objectivité immanente correspondant à immanente Gegenständlichkeit. Traduction. Donc, alors, vous le voyez dans la traduction Gandillac, il y a 4 éléments, 4 expressions utilisées par Brentano apparemment pour définir ce que c'est que un phénomène psychique. A, l'inexistence intentionnelle ou mentale, B, la relation à un contenu, C, la direction vers un objet, et D, une objectivité immanente. Ces 4-là, évidemment, pourraient peut-être être ramenés à 3 si l'on identifiait C et D. Autrement dit, la direction vers un objet ou objectivité
immanente. C'est bien ce qui semble être le cas dans la révision de Courtine, où vous voyez que j'ai fait apparaître seulement 3 lettres A, B, C. Ce qui caractérise tout phénomène psychique, c'est ce que les scolastiques du Moyen-Âge ont appelé l'inexistence intentionnelle ou encore mentale d'un objet, et que nous pourrions appeler nous-mêmes, en usant d'expressions qui n'excluent pas tout équivoque verbal, B, la relation à un contenu, C, la direction vers un objet sans qu'il faille entendre par là une réalité, ou objectivité immanente, objet ou objectivité. Si l'on quitte la définition canonique du psychique pour examiner au chapitre 6 du livre 2 la distinction des phénomènes psychiques en phénomènes élémentaires et phénomènes dérivés, on constate que Brentano fait usage de ce qu'il appelle relation à un objet immanent, autrement dit un mixte de B et de C. Objet immanent, qu'il identifie ou met en balance avec A avant de privilégier de rechef la relation à un contenu, c'est-à-dire B. On a un peu le tournis. Combien y a-t-il au juste de traits définissant la relation intentionnelle? 3, 4, 5? Quelles relations entretiennent l'inexistence intentionnelle ou mentale? B, la relation à un contenu. C, la direction vers un objet. B plus C, la relation à un objet immanent. Et D, l'objectivité immanente. La réponse est simple et économique. Vous l'aurez noté, Brentano souligne que les expressions dont nous pourrions nous-mêmes user, au lieu de reprendre simplement l'inexistence intentionnelle ou mentale des scolastiques, n'excluent pas tout équivoque verbal. Il y a de l'équivocité là. Alors, si surprenant que cela puisse paraître, ce n'est pas l'expression inexistence intentionnelle d'un objet qui est équivoque aux yeux de Brentano. Le terme inexistence, précisément parce qu'il en connaît l'usage scolastique, n'a pour lui rien d'ambigu. Inexister, c'est être immanent à. C'est être dans, sur un mode bien précis qui est tout sauf équivoque. Ce qui risque d'être équivoque, en revanche, ce sont précisément pas les expressions scolastiques, mais les expressions modernes. La relation à un contenu, la direction vers un objet, la relation à un objet immanent, l'objectivité immanente. Si l'on suit Oskar Kraus, l'éditeur de la psychologie de 1924, on voit qu'il ne faut pas s'inquiéter trop, car on peut, dit-il, sans crainte, identifier relation à un contenu et relation à un objet. Les deux termes, dit-il, en 1874, sont synonymes. Alors il ne reste plus que petit b, la relation à un contenu et ou objet, et petit c, la relation à une objectivité immanente, qui finalement se ramène à un seul si on fusionne Richtung auf ein Objekt et immanente Gegenständlichkeit, ce qui fait que, si l'on reprend le tout, on n'a plus qu'un binôme. Définition scolastique, grand A, inexistence intentionnelle ou mentale, et grand B, définitions qui n'en font qu'une, moderne, relation à un contenu, ou si vous préférez objet, ou si vous préférez objectivité, immanent. Donc, A, la thèse scolastique, B, la thèse des modernes. Si on a en tête l'ensemble de la séquence T1 et T2, l'articulation entre définition positive et de l'esprit, du psychique, et division nouvelle de l'esprit et du psychique, on voit que tout le propos de Brentano, ce que ces historiens appellent la thèse de l'intentionnalité, intentionality thesis, se ramène en fin de compte à deux expressions sur lesquelles Brentano s'est lui-même expliqué en détail. Grand A, l'expression scolastique, l'inexistence intentionnelle,
et grand B, l'immanence d'un objet ou de quelque chose en tant qu'objet, qui correspond donc à c'est la définition que nous pourrions utiliser aujourd'hui nous-mêmes, dit Brentano, sans spécifier, sans préciser l'origine de cette terminologie. Alors, une chose est sûre, grand A et grand B disent exactement la même chose pour Brentano. L'inexistence intentionnelle appartient, dit-il, au phénomène psychique. Aucun phénomène physique ne présente rien de semblable. Nous pouvons donc définir les phénomènes psychiques en disant que ce sont les phénomènes qui contiennent intentionnellement un objet en eux. Conclusion et résumé. En 1874, la thèse de Brentano, l'Intentionality Thesis, est que l'inexistence ou immanence intentionnelle d'un objet en eux est ce qui caractérise les phénomènes psychiques. La relation, deuxième point, de l'activité psychique avec son objet immanent, autrement dit, le mode d'inexistence intentionnelle du dit objet, est ce qui permet de classer les phénomènes psychiques. Tout phénomène psychique contient en soi quelque chose intentionnellement, c'est-à-dire à titre d'objet, object, mais chacun le contient à sa façon. Enfin, ce sont ces modes d'immanence qu'il faut analyser. Voilà, en résumé, la thèse de Brentano en 1874. Toute ambiguïté est-elle dissipée? Tout cela est-il extraordinairement clair? Eh bien, à l'évidence, non. Et c'est ce qui fait l'intérêt de la définition de 1874, et c'est ce qui confirme sa dimension épocale, créatrice, qui fait époque. En fait, on pourrait dire que tout est médiéval dans le dispositif de Brentano. Et, n'est-ce pas seulement grand A, la thèse de l'inexistence intentionnelle, mais aussi grand B, petit b et c, c'est-à-dire la direction vers un objet et la relation à un contenu immanent. La seule nouveauté, vraiment, serait l'objectivité ou objectualité immanente, qui est une expression qui a été introduite par quelqu'un qu'il ne faut pas confondre avec Brentano, qui est Bolzano, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir. Tout est médiéval, donc, dans ce que dit Brentano. En même temps, plus rien ne l'est. Tout l'est et rien ne l'est. Pourquoi? Eh bien, pour deux raisons. Parce que les deux termes clés sur lesquels tout repose, intentionnel et objectif, ont, depuis le Moyen-Âge, changé de sens. Brentano, en somme, est pris entre deux feux, entre deux équivoques, qu'il est l'un des premiers à mettre au jour et le premier, assurément, à articuler pleinement et consciemment. Précisons. Brentano est le premier avec son maître, Friedrich Adolf Trendelenburg, et d'une part, et d'autre part l'Écossais William Hamilton. Il est le premier à avoir repéré ce que j'appelle le chiasme du sujet et de l'objet. Ce chiasme, autrement dit ce croisement d'éléments, cet échange de signifiés entre signifiants, est ce que Heidegger appelle la grande permutation, la grande transformation, Wandel, Verwandlung,
le grand renversement de sens qu'ont connu au seuil de la modernité les mots subjectum et objectum. Le revirement, dit-il, Umkehrung, qui leur a conféré une signification exactement opposée à celle qu'ils avaient au Moyen Âge. Alors, Heidegger dit cela, je tiens que Brentano l'a dit avant et qu'il l'a dit plus et mieux que son maître Trendelenburg, et nous verrons ce qu'il faut penser de ce qu'a dit Hamilton. En tout cas, si je parle de chiasme, je me situe ici au niveau du signifiant et je prends les termes sujet et objet, en latin subjectum, objectum. Au Moyen Âge, MA, le signifié du premier terme, subjectum, c'est S1, une chose extra-mentale. Le signifié de objectum, j'appelle O1, est une causa mentale, et une chose mentale. À l'époque moderne, s'est opéré un chiasme, c'est-à-dire un croisement. La signification de objet que je note O2 est désormais celle que je notais S1, c'est-à-dire que la signification d'objet est chose extra-mentale, tandis que la signification moderne de sujet est ce que l'on appelait objectif ou objet au Moyen Âge. Autrement dit, une chose mentale. Il y a chiasme, car vous voyez que vous voyez la croix se former là, vous voyez que les signifiés se sont croisés sous les signifiants. Brentano, disais-je, est l'un des premiers à avoir repéré ce croisement, comme l'explique par exemple cette note du paragraphe 5, traduction française, page 101 de la psychologie. Au lieu d'intentionnel, sie, die Scholastiker, les scolastiques, emploient également l'expression gegenständlich in etwas sein, et il met comme synonyme de gegenständlich objective, qui correspond au latin objective, adverbe. Donc, les scolastiques emploient également l'expression exister à titre objectif dans quelque chose, bon, être dans quelque chose objectivement. Alors que si nous voulions nous servir de la même expression aujourd'hui, ce serait, dit-il, pour désigner une existence effectivement réelle en dehors de l'esprit. C'est donc très clair. Mais le chiasme sujet-objet, cet échange de signifiés sous les signifiants subjectum et objectum, qui fait que l'on passe contre toute attente d'une signification chose extramentale de sujet à une signification qu'on dirait aujourd'hui subjective, autrement dit psychique, tandis que objet acquiert une autre signification qui est celle de l'existence réelle, effective, extramentale. Ce chiasme sujet-objet va de pair avec le changement de sens de l'intention et de l'intentionnel. Le repli de l'intentio médiévale sur l'une de ses significations. L'intention que nous dirions aujourd'hui volontaire. Effectivement, aujourd'hui, intention, vous l'utilisez surtout dans des expressions comme « j'ai l'intention de faire » ou de ne pas faire telle ou telle chose. Ce n'était qu'une des significations qu'avait le mot intentio au Moyen Âge. Le latin scolastique intentio présente en effet une palette de sens d'une très grande richesse. Je vous en ai listé ici l'essentiel. Premièrement, premier sens d'intentio, c'est attention. Deuxièmement, visée, but, propos. Troisièmement, relation, rapport, synonyme habitudo, qui signifie
relation ou rapport, hein, en latin scolastique. Quatrièmement, intention de signifier quelque chose chez un locuteur, ce qu'on appelle le vouloir dire. Intentio loquentis, intentio proferentis. Cinquième signification d'intentio, image, copie, ressemblance, similitude, synonyme similitudo. Sixième sens, représentation, notion, concept, synonyme, beaucoup de synonymes, hein, mais enfin, en tout cas, ceux-ci notamment, conceptio intelligibilis, ratio, conceptus, représentatio. Septième signification d'intentio, forme intelligible, species, hein, et enfin une similitude extramentale, intentio, qui est quelque chose sur quoi je reviendrai, l'équivalent, disons, de ces entités qui étaient censées mettre en connexion matériellement l'appareil visuel avec les objets réels, qu'on appelait des espèces intentionnelles. Donc alors, Brentano est conscient de la chose, il est conscient que c'est le sens de visée, but, propos, intention volontaire, comme on dit, qui domine aujourd'hui, et pas celui de représentation, notion, concept, comme c'était le cas au Moyen-Âge. Bon, mais ce qui l'intéresse évidemment, c'est ce qui était le cas au Moyen-Âge, et ce qu'il constate, c'est que intentionnel et objectif donc, ont tous deux changé de sens. Alors que faire ? Soit l'on renonce aux deux, c'est-à-dire qu'on se dit, bon, bah, écoutez, on va essayer de construire un discours sans utiliser les mots intentionnels et les mots objectifs, puisque ces termes sont piégés, ils sont équivoques. Soit on conserve un des deux, on conserve le moins ambigu et on supprime l'autre. Mais choisir entre intentionnel et objectif, c'est choisir entre deux mots, MAUX. Des deux, donc il faut choisir, des deux mots, il faut choisir le moindre. En 1874, s'agissant de désigner un mode d'existence psychique, Brentano a choisi intentionnel plutôt qu'objectif. Pourquoi ? Eh bien, il le dit lui-même, parce que le potentiel de nuisance du chiasme sujet-objet est plus fort, à ses yeux, que le repli de l'intentio sur la seule signification d'intention volontaire. Une note de l'édition de 1911 le dit clairement, si certains ont mal compris existence intentionnelle, inexistence intentionnelle, ils eussent encore moins compris le sens du mot objectif ou de l'expression être objectivement, utilisée comme synonyme d'intentionnale par les scolastiques, et ce précisément à cause du chiasme sujet-objet intervenu depuis. Donc, choisir objectif plutôt qu'intentionnel n'eût rien arrangé, au contraire. Je cite, cette expression inexistence intentionnelle a été mal comprise parce qu'on a cru qu'elle impliquait une intention au sens de tendance vers un but. Par conséquent, j'aurais peut-être mieux fait de l'éviter, dit Brentano. À la place du terme intentionnel, les scolastiques emploient bien plus fréquemment encore le terme objectif. Il importe en effet que pour l'agent psychiquement actif, das psychisch Tätige, l'activement psychique, quelque chose soit objet et comme tel, en quelque façon, présent à sa conscience, qu'il s'agisse de pensée pure ou de désir ou d'aversion ou d'un autre sentiment. Si j'ai cependant préféré le terme intentionnel, c'est qu'à mon avis, le danger de malentendu eût été bien plus grand encore si j'avais appelé objectif ce qui est simplement pensé comme tel. Alors là, la traduction de Gandillac n'est pas bonne. Il y a marqué en allemand non, objectif seiend. Et donc, il faut comprendre ce qui est objectivement étant, ce qui est étant objectivement. Objectif est un adverbe. Ce qui est objectivement. Eh bien alors, ensuite, n'est-ce pas, si j'avais appelé objectivement étant, ce qui est simplement pensé comme tel, bon, littéralement, c'est das
Gedachte als Gedacht, c'est-à-dire le penser en tant que pensée. Bon, si j'ai préféré le terme intentionnel, c'est qu'à mon avis, le danger de malentendu eût été plus grand si j'avais appelé objectivement étant le penser en tant que pensée, alors que les modernes emploient ce terme pour désigner ce qui existe effectivement, das wirklich Seiende, l'étant existant réellement, hein, la réalité effective, hein, par opposition aux phénomènes purement subjectifs, Erscheinungen, les phénomènes, les apparences, hein, les apparitions, auxquelles ne correspond aucune Wirklichkeit, aucune réalité effective. Donc, tout est bien à la fois médiéval et non médiéval dans le langage de Brentano. Mais sa pensée, qui est une réactivation consciente du sens originel des termes auxquels il redonne vie, hein, en les insérant dans un nouveau contexte, hein, sa pensée donc est véritablement une oui, je ne trouve pas d'autre terme finalement que réactivation. Hein. La définition du psychique et la classification des activités mentales se font sur la base de ce qui distingue le psychique du physique, l'intentionnalité, l'inexistence intentionnelle, hein, comprise comme relation à ce qui est objectivement. Hein, poser que tout phénomène psychique contient en soi quelque chose à titre d'objet qui y existe intentionnellement et que chacun le contient à sa façon, Brentano, qui reprend sa division tripartite, explique que dans la représentation, quelque chose est représenté, dans le jugement, quelque chose est admis ou rejeté, dans l'amour, quelque chose est aimé, dans la haine, quelque chose est haï, dans le désir, quelque chose est désiré, et ainsi de suite. Mais de Rechef, une note vient expliquer que cette inhabitation psychique était connue depuis longtemps. Rappelez-vous l'allusion aux psychologues des temps plus anciens, Psychologen älterer Zeit, ce que Gandillac avait traduit par les psychologues de l'Antiquité. Eh bien, cela fait beau temps, si l'on peut dire, que l'on connaissait cette psychische Einwohnung. Psychische Einwohnung. L'expression censée reprendre celle d'intentionale Inexistenz, d'inexistence intentionnelle. Cette expression est remarquable. Elle est encore plus remarquable lorsqu'on voit que Brentano s'en sert pour qualifier la psychologie d'Aristote. Je cite, Aristote parle déjà de cette psychische Einwohnung, de cette inhabitation psychique. Dans ses livres sur l'âme, in seinen Büchern von der Seele, sagt il dit que das Empfundene als Empfundenes sei in dem Empfindenen. Le senti en tant que senti est dans le sentant. Que le sentant accueille, reçoit immatériellement le senti. Aufnehme, der Sinn, nehme, le sens, qui est le sentant donc, aufnimmt, non, nehme das Empfundene ohne die Materie. Je traduis accueille, aufnehmen, reçoit, saisit, Gandillac traduit par contient. Donc le sentant, le Sinn, le sens, accueille immatériellement le senti et le penser est dans le pensant, im denkenden Verstand, dans l'intellect pensant. Alors, c'est déjà surprenant de voir que cette thèse d'Aristote peut être appelée inhabitation psychique, ou si vous préférez, il est surprenant de voir que la thèse de l'inhabitation psychique comme inexistence intentionnelle se trouve chez Aristote dans les termes que nous venons de voir. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises, puisque la même doctrine de l'inhabitation psychique figure également, dit Brentano, chez Augustin, dans sa théorie du verbum mentis, du verbe de l'esprit, et de l'origine interne
du Verbe, de l'Esprit. Et il ajoute, pour faire bonne mesure, Brentano, que la même notion de psychische Einwohnung qu'on trouve chez Aristote figure aussi dans la théologie trinitaire de Thomas d'Aquin. Augustin, dans sa théorie du verbum mentis et de sa génération interne, touche, effleure, aborde, berührt le même fait, la même chose, la même réalité, Tatsache. Thomas d'Aquin enseigne que le penser est intentionnellement dans le pensant, l'objet de l'amour dans l'aimant, le désiré dans le désirant, et il utilise cela à des fins théologiques. Das Gedachte est intentional, adverbe, in dem Denkenden, dans le pensant, der Gegenstand der Liebe, voilà, objet, l'objet d'amour, est dans l'aimant, l'amant, le désiré, das Begehrte, dans le désirant, et il utilise cela donc zu theologischen Zwecken. Et pour expliciter ces théologischen Zwecken, ces buts théologiques de Thomas d'Aquin, qui font qu'il utilise cette notion d'inhabitation psychique en théologien, voici ce que dit Brentano. Quand l'Écriture sainte parle d'une inhabitation du Saint-Esprit, une Einwohnung du Saint-Esprit, il l'explique précisément comme une Einwohnung intentionnelle, une inhabitation intentionnelle durch die Liebe, à travers l'amour. Et c'est aussi dans l'inexistence intentionnelle, dans le penser, denken, et dans l'aimer, lieben, qu'il essaie de trouver une certaine analogie pour le mystère de la Sainte Trinité, das Geheimnis der Trinität. D'ailleurs, il n'y a pas sainte. N'oublions pas que Brentano est un prêtre défroqué, finalement. Mais und der Ervorgang des Wortes und Geistes ad intra, et la procession ad intra du Verbe et de l'Esprit, c'est-à-dire du Fils et de l'Esprit Saint. Qu'est-ce qu'Aristote, Augustin et Thomas d'Aquin peuvent bien avoir en commun? Voilà une question pour l'archéologue. On s'attend que Thomas rejoindra quelque part Aristote. On ne voit pas, en revanche, où Augustin pourrait bien s'accorder avec Aristote. Quant à Thomas, tout le monde sait depuis Gilson que, et pourquoi, pour reprendre le titre d'un célèbre article de Gilson dans le premier numéro des Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen-Âge en 1926, saint Thomas a critiqué saint Augustin. Que peuvent bien partager ces trois-là? Que même si tout ne les sépare pas, tant de choses séparent pris deux à deux. Brentano nous le dit, la thèse de la psychische Einwohnung, autrement dit l'intentionale in existence, ne figure pas seulement chez Aristote, elle figure aussi chez Augustin et Thomas comme intentionale Einwohnung, inhabitation intentionnelle. Il y a toutefois, évidemment, pour nous, un problème. In existence et Einwohnung. Ni l'inexistence, ni l'Einwohnung ne sont des concepts aristotéliciens. In existence, qu'elle soit intentionnelle ou mentale, est la traduction allemande in existence d'un terme scolastique, in existentia, qui lui-même rend en hyparxis, terme clé de la théologie des pères grecs, auquel se rattache le concept latin de l'existence des personnes trinitaires, le concept latin qu'Augustin s'efforce de construire précisément hors du schéma aristotélicien de la substance et de l'accident, inventant au passage contre l'attribut
l'attributivisme aristotélisant, le modèle nouveau du mental qui est décrit dans le cours du 12 juin 2014, que j'appelle modèle périchorétique de l'âme, périchorésis, périchorèse, et en hyparxis étant, je vous le rappelle, considérés par les pères grecs comme synonymes. Alors vous pouvez voir sur tout cela les pages 160, 161, 170, 171, 169, 180 de l'édition du cours 2013-2014 qui est parue aux éditions Vrin sous le titre L'invention du sujet moderne. Un dernier effort avant la pause. Quel rapport l'inexistence brentanienne entretient-elle avec l'idée philosophico-théologique qu'exprime la périchorèse ou sa reprise scolastique latine, la circum incessio, souvent désignée au Moyen-Âge tardif par le terme in existentia. Quel rapport cette inexistence brentanienne entretient avec la notion de théologique, n'est-ce pas, de circum-incession des personnes trinitaires, le Père, le Fils, l'Esprit? Eh bien, celui du lien étroit qui unit dans la tradition théologique périchorèse et inhabitation. En invoquant Augustin et la théologie de la diction du Verbe, ce qu'il appelle la doctrine augustinienne du verbum mentis et de son origine interne, à l'appui de l'équivalence entre inexistence, intentionnelle ou mentale, et Einwohnung, psychique ou intentionnelle, Brentano a nécessairement en tête le schéma trinitaire d'immanence et d'inhabitation mutuelle élaboré par Augustin dans le De Trinitate et son application à la mens humaine, schéma stipulant que, de même que les personnes trinitaires sont mutuellement immanentes, le Père dans le Fils et l'Esprit, le Fils dans le Père et l'Esprit dans le Fils et le Père, de même les actes et les états mentaux sont mutuellement immanents. Chacun des trois sortes d'états mentaux que distingue Augustin est en soi, et pourtant ils sont mutuellement chacun tout entier dans les autres, tout entier chacun dans les deux autres, et les deux autres en chacun, et ainsi ils sont tout en tous. C'est ce modèle assez terrifiant qu'Augustin oppose au modèle aristotélicien de l'inhérence de l'accident à la substance ou au sujet. C'est dans ce cadre, défini par le rejet conjoint de l'attributivisme et de la subjectivité, s'agissant de Dieu, donc aussi de l'âme en tant qu'image de la Trinité, qu'Augustin argumente ce que Indica appelle la KK thesis, si K, A, P, alors K, A, K, A, P, c'est-à-dire si A, un individu, sait que P connaît un certain état de choses, alors nécessairement A sait que P. Il sait qu'il sait cet état de choses, il connaît qu'il connaît cet état de choses. Pour comprendre donc à la fois l'originalité du modèle périchorétique, la nature et la portée historique et philosophique de sa reprise dans la théorie brentanienne de l'intentionnalité, sous la forme concordiste assez effarante, aristotélico-augustino-thomasienne que lui confère la psychologie vom empirischen Standpunkt, il faut prendre acte de ce qu'est conceptuellement, mais aussi structurellement, le modèle trinitaire, périchorétique de l'âme et de l'esprit, élaboré par Augustin et les médiévaux. Pour aller à l'essentiel, je dirais que c'est un modèle axé non sur le rapport d'une substance avec ses accidents, mais sur le rapport d'un tout avec ses parties. D'un mot, c'est un modèle méréologique. Ce modèle est particulier. Il ne met pas en forme n'importe quel type de rapport tout-partie. Il a une structure bien à lui, une structure paradoxale, une structure difficile à saisir, même si elle se laisse exprimer de manière précise. Pour la saisir, il faut remonter à ce que Brentano évoque d'une simple phrase, cette doctrine augustinienne du verbum mentis et de son origine interne, calée
entre deux références explicites et aussi détaillées que possible, compte tenu du format d'une note. La première à Aristote, la seconde à Thomas d'Aquin. Bref, il faut remonter à la Trinité. Et pour le moment, c'est presque Pâques, n'est-ce pas? Faisons une pause de 3 minutes, ou 4 ou 5 minutes, afin de reprendre nos esprits, nos forces et notre courage.